Bonjour à tous. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui, Douleur et détresse procédurale, comment faire mieux. Je m'appelle Ephraim Boussenen et je suis chef de projet à Famille Canada. Donc, pour les personnes qui suivent un webinaire de Famille Canada pour la première fois, Famille Canada est l'association nationale des centres de soutien aux familles. Nos membres sont des organisations communautaires qui fournissent des carrefours de services, de programmes et de ressources gratuites principalement aux familles à faible revenu et défavorisées dans les collectivités partout au Canada. Grâce à nos plus de 500 membres, nous touchons environ 500 000 familles par an. Depuis près de 50 ans, nous aidons nos membres à répondre aux besoins changeants et complexes des familles en dirigeant, en adaptant et en élargissant des programmes fondés sur des données probantes, en créant et en diffusant des ressources fondées sur des données probantes et en fournissant des occasions de perfectionnement professionnel. Dans notre travail, nous formons des partenaires avec des organisations privées, publiques, sans but lucratif et universitaires pour intégrer les connaissances à la pratique. Nous reconnaissons qu'une approche multisectorielle est essentielle pour s'attaquer aux obstacles et en renforcer les familles. Donc, avant de donner la parole à notre conférencière, permettez-moi de placer le webinaire en contexte et d'expliquer pourquoi nous pensons que ce sujet est si important. Cela fait moins d'un an que l'OMS a déclassé la pandémie de COVID-19 d'une urgence sanitaire internationale à un problème de santé permanent. Et bien que nous soyons maintenant entrés dans une période de statu quo, la pandémie de COVID-19 continuera d'avoir des effets persistants dans un avenir prévisible. La vaccination continuant d'être aussi importante que jamais, d'autant plus que nous entrons dans la saison de la grippe hivernale. Les données suggèrent que les cas de grippe et d'autres maladies respiratoires vont augmenter de façon significative au cours de l'hiver 2024. Simultanément, la population canadienne accuse un retard en matière de vaccination systématique. Pour atténuer le risque d'une recrudescence des maladies et des hospitalisations cet hiver, il faut promouvoir la vaccination de manière intensive et ciblée, et ce, dans les meilleurs délais possibles. Grâce à un financement de l'Agence de la santé publique du Canada et en partenariat avec Solutions for Kids in Pain, Famille Canada s'efforce de renforcer la capacité du secteur de soutien à la famille à soutenir la confiance dans les vaccins parmi les groupes marginalisés grâce à une série de webinaires sur les sujets les plus importants liés au vaccin. Et maintenant, c'est mon plaisir de vous présenter à notre experte invitée, Dr. Marie-Joëlle Doré-Bergeron, est pédiatre hospitaliste spécialisée dans la prise en charge de la douleur chez les enfants. Professeure adjointe à l'Université de Montréal, elle dirige la clinique multidisciplinaire de douleurs chroniques du CHU à Sainte-Justine. En collaboration avec des collègues de CHU Sainte-Justine, elle est à l'origine d'un projet institutionnel nommé Tout doux ayant pour objectif la prévention et la diminution de la douleur et de la détresse procédurale chez les enfants qui reçoivent des soins de santé. Marie-Joëlle est co-responsable du centre affilié francophone SKIP, Solutions for Kids in Pain, un organisme canadien de mobilisation des connaissances ayant pour mission d'améliorer la gestion de la douleur chez les enfants. Donc, c'est à toi. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc, en fait, je vous parle aujourd'hui de douleur et de détresse procédurale. En fait, qu'est-ce que c'est la douleur procédurale? C'est la douleur que nous, en tant que soignants, on inflige à nos patients. Donc, ça peut être à travers différentes interventions médicales ou évidemment la vaccination.
Donc, en fait, pourquoi on veut soulager la douleur procédurale ou la douleur, par exemple, qui est liée aux aiguilles? Bien, on sait en fait que quand les enfants viennent, par exemple, dans un hôpital, euh, c'est la douleur qu'ils craignent le plus, en fait. La douleur associée avec les aiguilles, avec les interventions qu'on va faire, c'est vraiment ce qui leur fait le plus peur. Donc, ça peut causer une détresse pour nos patients, puis ça peut aussi causer une détresse pour les familles qui accompagnent ces patients-là. C'est important aussi de soulager la douleur procédurale pour nous, les soignants, parce qu'en fait, il y a des études qui ont bien démontré que quand on arrive à mieux soulager la douleur procédurale, par exemple liée à la vaccination, bien, on réduit le temps que ça prend pour faire la procédure. On améliore la réussite du premier coup. Par exemple, si je veux pas poser une voie veineuse puis que je soulage la douleur de mon patient, ça va être plus facile d'installer la voie du premier coup. Et évidemment, en tant que soignant, bien, c'est beaucoup plus satisfaisant si on arrive à faire tout ça dans le confort pour nos patients plutôt que de savoir qu'on a causé beaucoup de douleur et de détresse. C'est également important parce qu'en fait, on sait que la douleur procédurale, lorsqu'elle est mal soulagée, ça peut influencer la trajectoire de nos patients à long terme et à court terme. Donc, par exemple, des enfants ou même des adultes qui ont peur des aiguilles ou à la limite qui ont une phobie des aiguilles peuvent prendre des décisions pour leur santé en fonction de cette peur ou de cette phobie-là. Ils peuvent décider de ne pas aller se faire vacciner, ils peuvent décider de ne pas aller chez le dentiste. Donc, ça peut changer la trajectoire de soins des patients, alors de bien soulager pour prévenir cette peur puis cette douleur. Cette peur, la douleur puis les craintes associées, c'est important. La peur des aiguilles, c'est fréquent. 2 enfants sur 3 nous disent qu'ils ont peur des aiguilles et 1 adulte sur 4. Alors, il ne faut pas penser que ça n'existe pas, puis il faut s'en soucier. Bon, alors, quand on est au sein d'un hôpital, par exemple, on sait que si globalement on ne soulage pas bien la douleur, ça peut avoir plusieurs répercussions. Ça peut prolonger l'hospitalisation, ça peut augmenter les complications qui sont associées à notre condition médicale. Comme je l'ai dit tantôt, ça peut augmenter la peur pour les interventions médicales douloureuses subséquentes et nous faire éviter certains soins. À l'hôpital, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup d'interventions qui peuvent être douloureuses. Puis, en dehors de l'hôpital aussi, celle qu'on connaît le plus souvent, c'est la vaccination, mais on sait que les enfants ont beaucoup, beaucoup de vaccins dans leur jeune vie. Alors, c'est important de bien faire ça pour que ce soit toujours, en fait, ce ne soit pas de plus en plus difficile de les amener pour la vaccination. Donc, comme on le disait au début, à Sainte-Justine, on a décidé, je fais partie d'une équipe qui avons décidé de vraiment se soucier de la douleur et de la détresse procédurale. Donc, c'est une initiative qui s'appelle Tout doux. Et donc, on essaie vraiment de déployer à travers l'hôpital une manière de diminuer, de prévenir la douleur et la détresse procédurale pour nos patients. Et il y a Skip, dont on a parlé tantôt, qui s'assure également de mobiliser les connaissances sur la douleur aiguë, chronique et procédurale à travers le Canada. Donc, en fait, quand on pense à la douleur procédurale, on peut penser à 4 volets différents qui peuvent nous aider à la prévenir et à la soulager. Donc, il y a la prévention, il y a le volet psychologique, le volet physique et le volet pharmacologique. Puis, on va parler de tous ces volets-là à travers la présentation. Donc, le premier volet, c'est le volet prévention. Bon, évidemment, quand on parle de vaccin, ce n'est pas vraiment pertinent parce que, en général, quand on vous a proposé un vaccin, c'est parce qu'on y a réfléchi et on a pensé que c'était pertinent pour vous ou pour votre enfant. Mais dans un hôpital, on fait beaucoup, beaucoup d'interventions, puis je pense que c'est important de toujours se poser la question, est-ce que mon patient a besoin d'une prise de sang? Est-ce que mon patient a besoin de se faire installer une voie veineuse? Parce que quand on ne le fait pas, bien évidemment, il n'y a pas de douleur, donc le problème est réglé. Donc, c'est important. Des fois, il y a des alternatives qui ne sont pas douloureuses, puis ça aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant. On pense, par exemple, nous, à l'urgence, des fois, on va donner des médicaments pour les jeunes enfants qui ont des gastro-entérites pour essayer de faciliter leur hydratation, donc diminuer les vomissements puis faciliter l'hydratation par la bouche au lieu de leur poser une voie veineuse. Ben alors ça veut dire que je n'ai pas besoin d'effectuer ma procédure médicale douloureuse si ça fonctionne et donc c'est une bonne chose. Un autre exemple qu'on voit à l'hôpital, c'est les lacérations. Donc, les enfants qui viennent, au lieu de faire des points de suture, des fois, on peut utiliser de la colle
Et évidemment, ben, la colle, ça ne cause aucune douleur. Donc, c'est une alternative sans douleur au point de suture. C'est une interaction, une option intéressante. Ensuite, il y a le volet psychologique. Donc, en fait, ça, c'est un volet très, très important qui regroupe plusieurs choses différentes, entre autres des techniques de relaxation, la distraction, bien préparer notre enfant ou notre patient, l'approcher d'une manière rassurante. Puis, ça peut aller jusqu'à des techniques un peu plus complexes, comme par exemple l'hypnose ou la communication hypnotique qui peut être utilisée dans un environnement hospitalier. Donc, en tant que parent, par exemple, ou évidemment soignant, on peut faire attention au langage qu'on utilise. On n'y pense pas, mais souvent, on a tendance à utiliser des phrases qui ne sont pas très, très bénéfiques pour nos patients, pour nos jeunes patients, pour les enfants qui vont subir l'intervention douloureuse. On ne devrait pas dire ça fait pas mal. D'abord, le cerveau, en général, va entendre le mot mal, puis pas nécessairement le mot pas mal. Et donc là, l'enfant va évidemment se poser des questions, ça va me faire mal, qu'est-ce qui va arriver? C'est presque fini. Bien, si c'est pas fini, c'est pas fini. Donc, se faire dire c'est presque fini quand on installe une voie veineuse puis que ça dure encore 5 minutes, il n'y a rien de rassurant là-dedans, puis c'est pas vrai de toute manière. Donc, on essaie d'éviter cette phrase-là. On essaie de ne pas utiliser des mots qui ont une connotation douloureuse, ça va piquer. On essaie d'utiliser un vocabulaire différent. Par exemple, ce qu'on pourrait utiliser au lieu de ça va piquer ou je vais te faire une piqûre, ça pourrait être bon, là, on va faire le prélèvement sanguin. Peut-être, il y a certains enfants qui disent qu'ils ressentent un petit pincement. Peut-être que toi, tu me diras après qu'est-ce que tu as ressenti comme sensation sur ta peau. Donc, essayez de moduler un peu le vocabulaire pour que ce soit moins euh, inquiétant, épeurant pour l'enfant, tout en restant évidemment sincère dans ce qu'on dit. Il ne faut pas s'excuser non plus. On doit faire le soin qu'on fait, donc c'est correct de le faire. En fait, ce qu'il faut surtout faire, c'est utiliser un langage neutre ou un langage de distraction pendant le soin pour essayer vraiment d'amener l'esprit de l'enfant ailleurs que sur l'intervention douloureuse. Bon, après l'intervention, ce qui est important de faire aussi, c'est de souligner à notre enfant ou au patient qu'on accompagne les moments qui se sont bien déroulés pendant la procédure, le féliciter pour ce qu'il a bien fait. Puis si l'enfant, après l'intervention, a tendance à exagérer certains points, par exemple, l'aiguille était vraiment grosse ou des choses comme ça, on peut ramener un peu son discours pour le tempérer, pour que les souvenirs qu'il ait de ça soient plus neutres, on pourrait dire. Donc, on peut utiliser un discours comme tu as été super brave pendant le vaccin, bravo, tu as pris des grandes respirations, ça s'est bien passé. Puis, éviter les mots qui peuvent rappeler finalement la douleur et la peur qui auraient pu être présentes pendant l'intervention. Donc, l'aiguille avait l'air de faire mal ou tu as beaucoup pleuré ou des choses comme ça. L'idée étant de vraiment tenter que les souvenirs qui sont rattachés à cette intervention-là soient le plus agréable ou le moins désagréable possible. Ensuite, la présence parentale. Donc, la présence parentale, c'est super important pour différentes raisons. Premièrement, ça réduit beaucoup l'anxiété du jeune enfant. Ça peut aider pour la distraction. Si le parent peut être là pour distraire son enfant, puis c'est évidemment la personne souvent qui est la mieux placée pour connaître les champs d'intérêt de son enfant, puis qu'est-ce qui va être le distraire de manière plus efficace. Le parent aussi se sent outillé, se sent utile dans cette intervention-là. Alors, il y a vraiment, vraiment là, tout plein d'avantages à permettre la présence du parent pendant l'intervention. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est les plafonds de notre institution qu'on a changé un petit peu, en fait, suite à des commentaires d'enfants qui venaient, entre autres, là, dans les salles de trauma à l'urgence, puis qui disaient que les personnels étaient gentils, ça s'était bien passé, mais que l'environnement était vraiment effrayant, c'était tout blanc, c'était froid, c'était vraiment pas agréable. Donc, on s'est mis à réfléchir à notre environnement, en effet. Puis, bon, souvent, quand les enfants, par exemple, viennent à l'urgence, puis ils sont couchés sur une civière, ce qu'ils voient, c'est beaucoup le plafond. Alors, on a essayé de rendre l'environnement moins effrayant pour diminuer la détresse qui est souvent associée aux procédures qu'on fait. Puis, évidemment, vous voyez que c'est plein de belles images. En fait, c'est des tuiles qui ont été peintes. C'est des projets qui ont été faits avec des écoles autour de l'hôpital. Donc, les élèves ont peint
les tuiles qu'on a ensuite installées sur le plafond. Et ce sont vraiment des outils de distraction. Ça peut être un peu comme un cherche-et-trouve et tout ça. Donc, ça a plusieurs utilités, puis c'est beaucoup plus rassurant comme environnement. Donc, adapter l'environnement quand on fait des procédures douloureuses, c'est quelque chose qui peut rassurer notre patient. Vous voyez ici, là, comme je le montrais, beaucoup de tuiles sur les plafonds de notre hôpital. On a aussi beaucoup installé de cherche-et-trouve sur les murs, sur les plafonds, parce que c'est vraiment un super outil de distraction, les cherche-et-trouve. La boîte de distraction, justement, par exemple, si on va se faire vacciner ou si on est à l'hôpital, c'est quelque chose qui est très utile. Alors, on sait que la distraction, ça réduit l'anxiété, ça réduit la douleur perçue. C'est une des meilleures méthodes non pharmacologiques ou méthodes psychologiques pour diminuer la douleur procédurale. Alors, ça force un peu, on pourrait dire, le cerveau à se distancier de la source de douleur ou de la procédure en soi. Ce qui est important souvent, c'est de s'assurer que c'est seulement une personne qui parle pour faire la distraction. C'est beaucoup moins mélangeant que 4 ou 5 personnes autour. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est créer des trousses de distraction dans lesquelles on va mettre plusieurs jouets différents selon le développement cognitif et l'âge de l'enfant, puis qu'on va pouvoir utiliser dépendamment là, du soin qui est fait puis de l'enfant qu'on traite. Je mets ici quelques objets que nous, on trouve dans nos boîtes de distraction à Sainte-Justine. Donc, des bâtons de pluie qu'on appelle, qui font un bruit intéressant. Pour les jeunes bébés, c'est super stimulant. Puis, ça fait des belles couleurs aussi. La boule lumineuse là, que vous voyez, que c'est toujours gagnant, ça, c'est clair. Des albums Cherche et Trouve pour les plus vieux un peu, qu'ils peuvent utiliser, puis dans lesquels ils peuvent jouer pendant l'intervention. Les bulles, les fusils à bulles. Bon, avant la pandémie, on faisait des bulles en soufflant. Là, on a eu des gros problèmes avec ça pendant la pandémie. Mais maintenant, on utilise plus des fusils à bulles. Et ça aussi, c'est une super source de distraction là, pour les jeunes enfants qui sont toujours friands des bulles. Les petits aussi, là, les petits pop-it aussi, excusez, je n'ai pas le terme exact, mais ça aussi, c'est bien apprécié. Donc, on cherche des outils de distraction, des jeux de distraction, puis on essaie de se faire une boîte qui va pouvoir plaire à tous les âges puis tous les genres d'enfants qu'on voit. Bon, il y a aussi les distractions qu'on appelle plus technologiques. Donc, la réalité virtuelle en est une. Ça, c'est quelque chose de très intéressant, mais qui n'est pas nécessairement toujours accessible. C'est quand même plus compliqué, beaucoup plus cher, c'est sûr. Puis, il faut dire que c'est pas plus efficace que la distraction plus régulière, on pourrait dire. Donc, par exemple, si j'utilise un cherche-et-trouve, ça peut être tout aussi efficace comme méthode de distraction que la réalité virtuelle. Donc, il ne faut pas nécessairement chercher à avoir les choses les plus technologiques là, pour avoir de bons résultats. Mais évidemment, ça existe, puis il y a des beaux projets qui sont faits dans les hôpitaux avec ça. Bon, il y a aussi les bons vieux écrans. La télé, on sait que ça attire beaucoup les jeunes. Nous, à l'hôpital, là, à l'urgence, entre autres, on en a mis dans les salles de réanimation, puis les ados sont vraiment friands de ça, là. Il arrive des fois dans la salle de réa avec une fracture suite à un match de football, puis ils ont le goût d'écouter un match de football à la télé. Donc, il faut croire qu'ils aiment ça. Mais donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est apprécié des jeunes. Bon, la respiration profonde, c'est aussi une méthode de soulagement de la douleur qui est intéressante, qui fonctionne très bien. Ça peut être en soufflant des bulles, ça peut être en respirant, en guidant quelqu'un dans la respiration. On va le voir un petit peu plus loin dans une vidéo. Mais c'est définitivement une technique qui peut très bien fonctionner, qui réduit la douleur perçue. Ici, on a des éducatrices spécialisées et des child life spécialistes. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, mais ce sont des professionnels qui travaillent, entre autres, dans les hôpitaux pédiatriques et qui peuvent faire de l'accompagnement procédural. Et donc, vraiment, ce sont des personnes qui sont un atout majeur dans les équipes de soins qui peuvent aider là, les enfants à vivre ces épisodes-là de procédures douloureuses beaucoup plus paisiblement. Donc, on voit encore une fois là, une thérapeute, une child life qui est en train de travailler avec des patients. Donc, le jeu médical, c'est quelque chose qui est très utile aussi. Les enfants se sentent plus en contrôle et comprennent mieux un peu ce qui va se passer. Donc, c'est une belle manière de préparer l'enfant à une intervention.
Ensuite, évidemment, il y a le pendant, là, où est-ce que souvent la Child Life accompagne l'enfant, va faire de la distraction, va faire de la respiration avec lui ou elle. Évidemment, si on pense à la vaccination, c'est pas nécessairement, je suis tout à fait consciente que les Child Life ne sont pas dans tous les centres de vaccination, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que la distraction, c'est un outil qui est super puissant, puis que quand quelqu'un est, disons, dans l'intervention douloureuse, puis s'occupe seulement de la distraction, ça peut être évidemment le parent, mais ça peut vraiment, vraiment avoir des beaux résultats. Ensuite, il y a le volet physique. Donc, le volet physique, ça comprend surtout, je vous dirais, là, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, le positionnement. Donc, ça, c'est ce qu'on essaie d'éviter, en fait, hein. Longtemps, là, si vous alliez dans les hôpitaux, les petits bébés, on les mettait dans ce qu'on appelle le papoose. Donc, le papoose, c'est pas très rassurant, comme vous voyez, là, d'être complètement restreint et de devoir subir quelque chose qu'on ne comprend pas nécessairement là, à cet âge-là, ou d'avoir 4 bras qui nous maintiennent pendant qu'on se fait piquer. Donc, il n'y a rien de rassurant dans cette histoire-là. Puis, c'est sûr que les souvenirs qu'on garde ne sont pas nécessairement des souvenirs positifs de l'histoire. Donc, on essaie vraiment de s'éloigner de ça pour aller vers des positionnements où l'enfant se sent beaucoup plus en contrôle de la situation. Par exemple, s'asseoir sur son parent ou tout simplement être en position assise, parce qu'on sait qu'être en position assise, on a beaucoup plus l'impression d'être en contrôle de notre situation que d'être couché lorsqu'on subit une intervention douloureuse. Puis comme vous voyez, le médecin qui est en train en fait, de faire des points de suture là, sur le scalp de l'enfant, on peut faire des choses pas mal intéressantes en position assise. Là, on a l'impression qu'il faut toujours être couché, mais non, il y a plein de choses qui peuvent se faire dans des conditions différentes quand on est un peu imaginatif puis ouvert à la différence. Vous avez ici des affiches que nous, à Sainte-Justine, on a créées pour suggérer puis bien expliquer tous les positionnements qui existent dépendamment de l'âge de notre enfant. L'autre chose, l'autre moyen physique dont je voulais parler aujourd'hui puis qui est vraiment en lien avec la vaccination, c'est la contraction musculaire. Donc, vous avez certaines personnes, souvent c'est des adolescents typiquement, ou des enfants d'âge scolaire, qui ont tendance à s'évanouir ou à vraiment avoir une chute, on pourrait dire, là, vagale, une syncope vagale lors des vaccins. Et donc, une option qui est intéressante pour ces personnes-là, quand elles savent que c'est le genre de réaction qu'elles peuvent faire, c'est de faire ce qu'on appelle des contractions musculaires. Donc, on va contracter des gros groupes de muscles. Ça pourrait être les muscles de notre ventre ou les muscles de nos cuisses. Pendant 10 à 15 secondes, beaucoup, beaucoup, même, on pourrait dire jusqu'à ce qu'on sente que notre visage devient rouge. Après, on relâche un peu la contraction, mais pas complètement. Puis, on reprend ça plusieurs fois de suite. Et qu'est-ce que ça fait? Ça permet en fait d'augmenter la tension artérielle et de réduire les risques d'évanouissement, de perte de conscience. Alors, c'est un moyen super facile qui peut être utilisé n'importe où par n'importe qui et qui réduit là, les risques d'évanouissement pendant les piqûres. Vous avez ici les petits bébés. Donc, les petits bébés, évidemment, pour le positionnement, on privilégie beaucoup le peau à peau, donc de mettre le bébé sur maman ou sur papa. Évidemment, il y a la position d'allaitement. Si on veut allaiter, on va montrer tantôt dans une vidéo. Ou sinon, si le bébé est couché, on peut l'emmailloter doucement dans une couverture puis mettre la maman ou le papa à la tête de l'enfant pour que l'enfant puisse le voir, l'écouter. Puis c'est rassurant, l'odeur du parent est là et tout. Le flatter, le toucher, là. Alors, ça, c'est des positions là, qui peuvent être intéressantes pour diminuer la détresse puis la douleur procédurale chez les bébés. Vraiment, on le recommande fortement. On peut recevoir des vaccins pendant qu'on se fait allaiter, comme on vient de le voir. Et puis, donc, c'est ça. On peut même, je ne sais pas si vous voyez sur la photo en bas à droite, mais c'était une lacération, là, donc, qui avait été réparée pendant que le bébé était sur le sein. Donc, position un peu particulière, mais qui avait bien fonctionné. Ça fonctionne mieux chez les tout petits bébés. Plus l'enfant vieillit, plus le bébé vieillit, moins ça fonctionne. Mais chez les tout petits bébés, c'est vraiment super efficace. Je vous donne ici la recette pour faire du sucrose maison parce que nous, à l'hôpital, on achète des trucs. En fait, ceux qu'on a à Sainte-Justine sont même faits à partir de sirop d'érable du Québec. Mais à la maison, on peut très bien faire du sucrose en diluant un sachet de sucre ou une cuillère à thé de sucre dans
2 cuillères à thé d'eau. Et on administre cette solution-là pendant l'intervention douloureuse en commençant 1 ou 2 minutes avant l'intervention douloureuse, puis en continuant pendant l'intervention. Juste des petites gouttes, c'est vraiment pas des grosses quantités. Puis si on combine ça avec la suce pour une succion non nutritive, c'est encore plus le fun pour le bébé. Bon, la dernière partie, c'est la partie pharmacologique. Donc, on va parler surtout d'analgésie topique ici pour la vaccination. Je ne sais pas si certains de vous connaissent ces crèmes-là que nous, on appelle communément les crèmes magiques, mais en fait, c'est les crèmes anesthésiques qui peuvent geler la peau au site où est-ce qu'on va recevoir soit le vaccin ou encore, par exemple, une pose de voie veineuse à l'hôpital. Et bon, dépendamment de quelle marque de crème on achète, on doit évidemment appliquer la crème 30 à 60 minutes avant l'intervention. Donc, c'est vraiment une belle manière de diminuer la douleur pendant l'intervention à l'aiguille. Pardon. Donc, nous, à l'hôpital, on l'utilise beaucoup, beaucoup pour les piqûres, pour les prélèvements veineux, pour les poses de voies veineuses aussi. Puis, en fait, ça, c'est un petit garçon qui avait eu une crème, ce qu'on appelle la crème magique à l'urgence. C'était la première fois qu'il l'avait eue, puis il était vraiment content. C'est un petit garçon avec l'anémie falciforme, donc il revient souvent à l'hôpital pour avoir, parce qu'il y a des problèmes de santé, et puis on doit souvent faire des prises de sang, installer des solutés. Puis vraiment, ça avait fait une belle différence, là, pour une raison qu'on ignore. Ça n'y avait jamais été proposé avant, malheureusement. Mais là, ça avait vraiment fait une différence dans sa pose de voie veineuse. Là. Il était beaucoup plus souriant. Ici, vous avez le Pain Ease. Le Pain-Ease, en fait, c'est un spray vapo-coulant. Donc, c'est un spray qui est froid, qui va geler la peau très rapidement. C'est efficace en quelques secondes et qui va durer, par contre, moins longtemps que la crème. L'efficacité est d'environ 45 à 60 secondes. Quand on compare le Pain-Ease aux crèmes, c'est moins efficace. Oui, c'est moins efficace que les crèmes, mais c'est quand même fortement apprécié par certains. Puis, dépendamment, si on n'a pas le temps de mettre la crème, là, ça peut être un outil, une alternative intéressante. Pour les sites de vaccination aussi, ça peut être une alternative intéressante. Ce qu'on a aussi qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le buzzy. Donc, le buzzy, c'est cette petite abeille-là qui vibre et qui a aussi des petites ailes qui sont froides, comme des ice packs, on pourrait dire. Et donc, on installe le buzzy entre le cerveau, on pourrait dire, et l'endroit où est-ce qu'on va faire la procédure douloureuse. Pour brouiller un peu les signaux qui sont envoyés de douleur. En fait, c'est ce qu'on appelle la théorie du portillon. Donc, d'envoyer des influx sensitifs différents pour que les influx sensitifs de douleur soient perçus de manière moins importante. Puis, en général, c'est bien apprécié. C'est un peu aussi, c'est aussi un peu moins efficace que les crèmes, mais en général, c'est quand même très apprécié. Puis c'est aussi un petit outil de distraction, il faut dire, parce que les jeunes le trouvent bien cute, là, en général. Donc, en résumé, ça, c'est tous les outils qu'on peut utiliser là, quand on a un vaccin. Donc, les crèmes, le buzzy, le pénis, le sucrose, qu'on combine évidemment avec de la distraction, de la respiration, un positionnement, la présence de papa ou de maman. Et quand on combine toutes ces techniques-là, c'est ce qui nous donne de meilleurs résultats finalement. Donc, en fait, il existe évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources sur tout ce dont on vient de parler. Vous pouvez en trouver sur le site de Skip. Vous pouvez aussi en trouver sur le site du CHU Sainte-Justine dans l'onglet Tout doux, où est-ce qu'on parle beaucoup de douleurs procédurales, puis des manières, des techniques qu'on peut utiliser pour diminuer cette douleur-là. Et oui, donc on suggère à tous là, qui sont intéressés d'aller lire un peu plus là-dessus. Donc, en fait, les procédures douloureuses chez l'enfant, l'idéal, c'est de combiner les techniques. Quand on combine des techniques, c'est beaucoup plus efficace. Donc, on s'assure d'avoir nos techniques psychologiques, nos techniques physiques, entre autres le positionnement, et ensuite, bien, tout le côté pharmaco avec les crèmes, par exemple. Un petit mot sur la phobie des aiguilles. Je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là de manière très importante aujourd'hui, mais seulement pour dire que toutes les techniques dont on a parlé aujourd'hui ne pourront pas être efficaces quand un enfant, par exemple, ou un adulte a réellement une phobie.
Donc, les phobies, c'est vraiment quand on a une peur ou une crainte qui est somme toute, dans les limites, on pourrait dire, de la normale, toutes les techniques dont on a parlé sont largement suffisantes. Mais une phobie en soi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intense et qui nécessite une thérapie différente avant une préparation qui est beaucoup plus longue, éventuellement pour diminuer cette peur, on pourrait dire irrationnelle-là, et arriver à ce que la personne, par exemple, puisse se faire vacciner, là. Donc, c'est ce qu'on appelle une thérapie gradée par exposition. Et je pense que par souci de temps, je ne rentrerai pas nécessairement là-dedans, mais il faut quand même savoir que c'est une gestion différente de la douleur procédurale. Puis il faut se prendre avant. C'est souvent, ça implique en fait un suivi professionnel avec un psychologue pour préparer euh, euh, la personne à l'intervention douloureuse graduellement. Donc, en conclusion, il existe de nombreuses manières de diminuer la douleur et la détresse lors de procédures médicales à l'aiguille comme la vaccination. Et c'est quand on combine toutes ces techniques-là qu'on obtient de meilleurs résultats. Ce sont pour la plupart des techniques qui sont simples, peu coûteuses et qui peuvent être utilisées par tous les parents et par les professionnels de la santé, évidemment. Je pense qu'en tant que parent, il ne faut pas hésiter d'en parler aux professionnels de la santé qu'on va voir avant l'intervention pour s'assurer que toutes les mesures soient mises en place là, en vue d'améliorer l'expérience pendant le soin. C'est important de préparer son enfant comme il faut avant la vaccination, de discuter de ce qui va se passer pour lui permettre d'avoir un meilleur sentiment de contrôle tout au long de cette intervention-là. Ici, je vous mets quelques liens où vous pourrez trouver en effet des ressources pour la douleur, le soulagement de la douleur et de la détresse procédurale. Et vous avez ici également ce qu'on appelle le système CARD pour Comfort. En fait, en français, c'est confort, aide, relaxation, distraction, qui est en fait un processus là, pour améliorer l'expérience lors de procédures douloureuses qui a été mise sur pied au Canada par une équipe et puis qui peut aussi être accessible sur Internet. Ça regroupe finalement toutes les techniques là, dont on a parlé aujourd'hui. Donc, je vous remercie et je suis prête pour les questions s'il y en a.